bonjour à tous. Nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle d'Assemblée, Sénat, élection avec le Social-Démocratique Front qui brandit le boycott. C'est le grand titre du journal ce matin pour dire qu'à l'issue de son dernier comité exécutif national tenu à Douala le week-end dernier, Nidon Froundi et ses camarades ont d'ailleurs posé un certain nombre de préalables à Paul Biya pour regagner l'Assemblée nationale et le Sénat à la prochaine session en novembre, donc et même pour participer aux prochaines consultations électorales de février 2020. C'est ce que dit le journal en page 3. Le journal parle également de succession multiple, de nouvelles révélations. La descente judiciaire effectuée donc chez les notaires a permis de verser d'autres éléments inattendus dans ce dossier touffu et juteux. En page 7, on s'intéresse aussi à la catastrophe des écarts, le réveil des vieux démons, c'est ce que propose le journal en page 4. Et on parle aussi de Bafoussam, 5 enfants par voie basse, donc parlant notamment de cette dame qui a accouché donc 5 enfants, c'est ce que le journal propose en page 6 et également à l'Assemblée nationale. On parle des députés tchadiens à l'école du Cameroun, c'est ce que le journal propose, la nouvelle expression de ce matin. Le quotidien Le Messager parle de groupes armés avec dans les circuits de l'enrôlement des jeunes, enquête au cœur des bandes organisées donc qui sévissent dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et bien entendu à la frontière avec la République centrafricaine. Dossier à lire de la page 6 à la page 7 du quotidien Le Messager de ce matin. Le Messager parle également des obsèques de Jean-Baptiste Sipa qui entame son dernier voyage. Le coach sera donc inhumé ce week-end à Bayangam, c'est son village natal. Des informations à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Le Messager dans la presse toujours, on parle du quotidien Le Jour qui parle d'André Téné, le testament d'un prisonnier du président. C'est le dossier à lire dans le journal Le Jour. Le journal s'intéresse ici au stade de Paul Biya avec les employés toujours en colère. Il revendique les meilleures conditions et toujours le paiement des salaires. Donc ici dans le même dossier proposé par le journal Le Quotidien Le Jour, mutation pour sa part par d'électricité et eau potable. Le service public, c'est ce que propose comme titre le journal. Le journal qui fait savoir qu'il s'intéresse donc à cette pénurie, les pénuries récurrentes donc dans ces secteurs, les deux secteurs donc qui mettent bien sûr la lumière et une faille également au sein de ce que le gouvernement essaye de faire et qui ne marche pratiquement pas. Ces mutations qui le dit, avec également d'autres titres aussi que je vous invite à lire, parlant notamment du choléra qui fait donc de la résistance dans le septentrion avec déjà plusieurs morts à la clé. Mutation est donc revenu sur le sujet ce matin en proposant également un bilan. Le journal Les du Sahel s'intéresse notamment au litige foncier avec des populations de Ngaoundéré 3e qui saisissent finalement le Premier ministre à la suite de toutes les voix qui s'élèvent donc sur la question. Donc c'est à lire dans le journal. On parle aussi de meurtre avec le corps sans vie d'un nouveau-né découvert à Maroua. C'est à lire dans le quotidien, dans le journal Les du Sahel. C'est le tri hebdomadaire proposé par donc Guibaï. À lire également dans Info Matin de ce matin. On parle de Yaoundé dans le noir. Fouda, Mbemi et Lundu doivent donc démissionner. C'est le titre du journal pour exprimer justement les difficultés que rencontrent les populations aujourd'hui. C'est à lire dans le journal disponible ce matin qui a également d'autres informations, tout comme Cameroun Tribune qui parle des perturbations de l'électricité à Yaoundé, les mesures d'urgence, c'est le grand titre du journal, après la rencontre des deux membres du gouvernement, le ministre de la Communication et le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui se sont exprimés sur la question des déboires en tout cas rencontrés par les usagers de la ville de Yaoundé. C'est dans le journal Cameroun Tribune. Le quotidien de l'économie parle de transport aérien, bonne recette de Cameco après 4 mois de difficultés. C'est à lire dans le dossier disponible ce matin. Le journal a également d'autres informations sur le plan économique. Et en même temps, le soir hebdomadaire parle des obsèques du consultant de la norme. Je trouble de Cécile Lepondo Fouda, le député donc également, évoque aussi quelques difficultés dans le journal disponible. Qu'est-ce qui ne va réellement pas? On parle également de la fête de la Somption 2019, peur et confusion à la prison de Kondengui à Yaoundé, donc avec les 1500 détenus chrétiens, catholiques qui ont donc manifesté, ont reconnu cette journée également après une rencontre aussi, c'est ce que le journal propose aussi dans les kiosques ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et sur ce plateau pour commenter quelques sujets, nous avons Georges Sémé qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Ndongo, bonjour à tous les inconditionnels du vendredi.
Très bien. Merci d'être là, comme tous les vendredis, avec Camille Nélé. Bonjour. Flavien Mbalondongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement ceux accros de la revue des grandes zones. Très bien. Avec vous, nous allons éplucher quelques titres également proposés par la presse. La nouvelle expression parle d'Assemblée nationale, Sénat, élection avec le social-démocratique qui brandit donc le boycott. Oui, ça c'est le titre à la une. On a suffisamment commenté cette décision assez spectaculaire du SDF retenu lors de son dernier NEC tenu ici à Douala la semaine dernière. Le SDF, bien évidemment, n'a pas caché son émoi face à la situation sécuritaire du pays. Non seulement la guerre civile, non seulement l'école qui est mise à caution, qui est remise en cause, non seulement la quiétude et surtout la sécurité des personnes. Bref, le SDF estime qu'il faut que le président de la République se ressaisisse, que le gouvernement non seulement puisse régler ces problèmes avant la rentrée scolaire, le plus tôt possible, qu'il puisse permettre aux enfants de retourner à l'école et surtout qu'il arrête la guerre. Bon. La menace suprême est que si le président Biya ne le fait pas, le SDF ne participera pas aux prochaines élections. C'est pour cela qu'à l'intérieur de l'article, à l'intérieur du journal, on voit plutôt un titre assez parlant, le pari risqué de John Frondi. Alors, si Paul Biya ne réussit pas à donner la possibilité aux enfants de retourner à l'école dans le Nozo en septembre, si Paul Biya ne réussit pas à négocier ou à finaliser un cessez-le-feu avec les séparatistes, si Paul Biya ne réussit pas à faire asseoir une sorte de débat national, est-ce que le SDF, au moment où on va lancer effectivement les opérations électorales dans quelques mois, le SDF prendra-t-il le risque de ne participer à aucune élection, ni législative, ni municipale, ni régionale? C'est la question que l'on se pose. Mais Dieu est-il que pour le moment, John Frondi a donné un ultimatum assez parlant, assez virulent. Maintenant, on va voir la suite. Alors, c'est un nombre de préalables proposé par le Social Democratic Front qui organise en tout cas ces rencontres tous les mois pour questionner l'évolution de la situation sociopolitique du pays, voyez-vous, et la nouvelle expression qui parle de John Frondi qui s'est exprimé au cours de cette rencontre, et également le quotidien Le Messager parle du pari risqué de John Frondi. Oui, je crois que c'est véritablement un pari risqué parce que ce n'est pas la première fois que le SDF brandit le torchon d'une défection du Parlement. Ils l'ont déjà fait, je crois, en 2018, mais malheureusement, ils n'ont pas mis à exécution cette menace. C'est vrai que lors du vote d'une loi, les députés de ce parti sont sortis de la salle, sont sortis de l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas encore dans le cadre du retrait des parlementaires du SDF comme annoncé en 2018. Cette fois-ci encore, en 2019, ils agitent encore cette menace. Je pense que le SDF est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Le marteau parce qu'ils devraient, de façon très républicaine, exercer leurs activités de représentation au sein du Parlement, c'est-à-dire participer au vote des lois ou alors contrôler l'action du gouvernement. Mais l'enclume aussi parce qu'ils subissent de l'autre côté la pression des groupes sécessionnistes qui leur demandent depuis longtemps, depuis le démarrage de cette crise, de retirer leurs élus dans le Parlement camerounais, ce qu'ils n'ont pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Donc, à côté de cela, il y a également que c'est une réalité politique que nous avons souvent soulevée ici. Il y a également que le vivier électoral du SDF se retrouve dans ces deux régions qui sont aujourd'hui en crise. Donc, le SDF se retrouve donc entre le marteau et l'enclume, mais le passage de la parole à l'acte est aujourd'hui problématique. Et le doyen l'expliquait tout à l'heure. Est-ce que cette menace sera respectée si, effectivement, les préalables que vous avez évoqués tout à l'heure ne sont pas respectés par le président de la République? Je crois qu'on lira plus clairement sur la question d'ici la session de novembre. Alors, si on fait une autre lecture, voyant notamment ces préalables qui ont été proposés ou posés par le Social Democratic Front, et sachant que ces préalables ne vont certainement pas être respectés, est-ce que ce n'est pas une pirouette pour le Social Democratic Front de mettre justement à l'écart ces élus, tels qu'évoqués par, ou alors tels qu'insistés par les sécessionnistes?
Non, je disais tout à l'heure que cette menace a été brandie déjà depuis longtemps. Je crois en 2017, cela a été fait. En 2018 également, ils avaient brandi cette menace sans qu'ils ne passent véritablement à l'acte. Cette fois-ci encore, on met la pression sur le gouvernement au moment où il y a 2 importantes échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Et comme je le disais, le sud-ouest et le nord-ouest constituent quand même un vivier important, qui constitue un vivier important d'électorat pour le SDF. Et s'ils ne font pas cette menace, afin que les démarches de pacification soient engagées, ou alors une sorte de dialogue soit engagé, afin que cette crise prenne fin, pour que le SDF retrouve ses militants, je crois qu'ils brandiront toujours cette menace. Mais le plus intéressant maintenant, c'est de savoir si, au niveau du retrait des parlementaires, est-ce que le SDF va effectivement franchir le Rubicon? Et c'est la question la plus intéressante maintenant. Très bien. Alors, dans la nouvelle expression qui parle de l'Assemblée nationale, Sénat et élection, le Social-démocratique Front qui brandit le boycott, et là, le messager parle de pari risqué de John Frondi. Vous voulez dire quelque chose, Camille Lélé? Oui, je voulais dire que avec cette menace de John Frondi ne court-il pas le risque de voir le SDF dégringoler complètement sur le plan du classement des partis de l'opposition au Cameroun, parce que jusqu'à présent, et ça personne ne peut le nier, le SDF occupe la 2e place après le RDPC. Bon, mais maintenant, il y a certains observateurs qui se fiant uniquement à la dernière élection présidentielle, estime que le SDF a perdu sa place alors qu'il n'en est rien. Mais alors le SDF aujourd'hui, fort de cette 2e place, a tout de même le devoir, et le devoir surtout, de reconquérir sa place qui a été sérieusement ébranlée avec les résultats de la dernière présidentielle. Mais cependant, pourra-t-il aller jusqu'au bout de cette menace? Les élus eux-mêmes du SDF accepteront-ils de suivre cette injonction de John Frondi qui leur interdirait de se présenter à l'élection, aux élections municipales et sénatoriales et accessoirement régional? On peut se poser la question, mais toujours est-il que, comme le dit le messager, c'est un pari risqué, et bon, beaucoup pensent que ce n'est qu'une menace, une sorte de rodomontade que John Frondi est en train de vouloir agiter. Mais il y a aussi certains qui pensent que, à cause de cette grande peur que lui ont infligée les séparatistes au moment où ils l'ont kidnappé, en lui demandant de retirer ses élus des assemblées, est-ce la suite, ou est-ce tout simplement une volonté de John Frondi vraiment de marquer un grand coup en se retirant de la vie politique au Cameroun? Les jours à venir nous en diront long. Alors peut-être Georges Sémé n'a pas voulu répondre à cette question. Je vous la pose, vous également. Est-ce que cette méthode, quand vous faites une autre lecture de ce que la presse propose ce matin, et à la suite notamment de ce comité exécutif et des préalables également proposés par le Social-démocratique Front, donc parmi lesquels, si rien n'est fait, le Social-démocratique va boycotter ces élections-là, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi pour accepter ou tout au moins céder à cette pression des sécessionnistes? Ben, je ne pense pas que le chairman pourrait céder à la pression des sécessionnistes qui lui ont enjoint. Puisqu'il demande de retirer. Alors, je ne pense pas qu'en retirant le SDF des compétitions électorales, il aura nécessairement répondu aux desiderata des sécessionnistes. Mais je pense tout simplement que cette menace de John Frondi devrait être prise au sérieux, tant de l'intérieur du SDF, parce que le SDF va perdre complètement tous ses parlementaires, et ce qui va tout simplement dénaturer même le débat parlementaire, le débat et la carte sociopolitique au Cameroun. Mais je ne pense pas que John Frondi pourrait aller jusqu'au bout de sa menace si d'ici la prochaine session parlementaire, ou si d'ici la prochaine ouverture des élections, rien n'est fait. Très bien. Le SDF brandit le boycott avec notamment l'Assemblée nationale, le Sénat et bien sûr les élections. Et le messager plutôt parle de paris risqués pour le SDF. Et le messager également s'intéresse à une autre actualité, parlant des groupes armés, dans les circuits même de l'enrôlement des jeunes, tout un dossier pour comprendre un peu quelles sont les méthodes et qui sont ces personnes qui aujourd'hui utilisent des appâts pour appâter notamment ces jeunes-là. Dans un dossier de la page 6 à la page 7, on comprend que c'est une enquête qui a été menée par le journal dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et bien sûr dans la frontière Cameroun-République centrafricaine. Ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui la cible de ces personnes, de ces groupes armés, pour davantage renforcer les actions à mener sur le terrain. Tout
Tout à fait. Je crois que la guerre se joue sur plusieurs fronts. D'abord sur la ressource humaine, la ressource humaine militaire, mais également sur le matériel. Et là, nos confrères du Messager parlent de la ressource humaine, effectivement, avec ces enfants soldats qui sont enrôlés, non seulement du côté du nord-ouest et du sud-ouest, selon la nouvelle expression, mais également à l'extrême nord où il y a cette lutte contre Boko Haram, mais aussi du côté de la frontière avec la République centrafricaine où on connaît régulièrement des incursions de bandes armées qui viennent de la République centrafricaine. Donc, il y a un enjeu matériel, il y a un enjeu financier, il y a également un enjeu stratégique, mais surtout un enjeu sur les ressources humaines. Les partis, les belligérants, si on peut les appeler ainsi, réorganisent leurs troupes en tendant un appât aux enfants, soit par volontariat, soit tout simplement par la force. Et il y a beaucoup de témoignages qui ont été rendus publics par certaines organisations internationales qui s'occupent de la question de l'enfant, disant que certains enfants sont enrôlés parfois par la force ou alors lorsqu'on leur promet un peu d'argent pour venir participer à la guerre. C'est un véritable drame que vit cette jeunesse et je pense qu'au-delà des décisions qui peuvent être prises par les organisations internationales qui défendent les enfants, le gouvernement camerounais devrait également penser à la protection de cette enfance qui devrait en réalité se retrouver dans les écoles, mais se retrouve en train de faire la guerre. Ça rejoint également ces voix que nous lançons depuis plusieurs années en ce qu'il faut une solution de dialogue, une solution définitive, parce que cette guerre prend des proportions qu'on ne peut plus maîtriser aujourd'hui. On utilise désormais des techniques peu orthodoxes qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre, les voitures piégées, les bombes humaines. On utilise même ce qu'on a vu l'autre fois dans les régions anglophones, les mines antipersonnelles. On est passé déjà à la phase des mines antipersonnelles et aujourd'hui, on nous annonce que c'est désormais les enfants qui sont utilisés comme ressources humaines pour faire la guerre. Donc c'est excessivement dramatique et je pense qu'il est grand temps, avec la dynamique de dialogue qui est engagée depuis plusieurs mois, qui n'aboutit toujours pas, il est quand même grand temps qu'on tire les leçons de ce drame que vit non seulement la société, que vit l'économie, mais également avec l'introduction des enfants que vivent désormais cette tranche d'âge qui n'a absolument rien à voir avec la guerre. Alors, le journal parle de comment est-ce que les jeunes sont donc enrôlés dans le dossier ce matin. Camille Nilé, on parle d'un phénomène bien en place sur la région du centre et ciblé par ces gens, et c'est là-bas que tout se passe en grande partie, et il faut utiliser par exemple les motos qu'on propose à ces jeunes-là, des têtes de bétail, des sacs de riz, des céréales et autres dans le septentrion et bien entendu du côté de l'Est du Cameroun. Donc il y a également la pratique mystique qui est utilisée par ces personnes aussi. L'initiative de ce dossier est une initiative très très importante, elle est utile et moi je pense qu'elle est édifiante, mais seulement il faudrait faire la part des choses. Quand on dit que ce phénomène se retrouve dans le centre, je me pose bien des questions. Est-ce qu'il y a une déstabilisation militaire au niveau de la région du centre? Je ne sais pas. Mais tu veux dire qu'il faudrait d'abord commencer par dissocier. On parle de recrutement. C'est pour certainement aller opérer ailleurs. Moi, je me pose des questions à ce niveau-là. Je me pose sérieusement des questions. Parce qu'il faudrait d'abord commencer par reconnaître qu'il y a 3 fronts déstabilisés. Le premier front, celui le plus ancien, c'est celui de l'extrême nord. L'extrême nord qui, on le sait très bien, ne subit que les effets collatéraux des actions néfastes de Boko Haram. C'est même celui de l'Est, le plus ancien. C'est celui de l'Est, puisque la République centrafricaine est tout le temps... Non, la République de l'Est n'avait pas encore débordé au Cameroun. C'est Boko Haram qui le premier à déborder au Cameroun. La République de l'Est avait déjà cette instabilité au niveau de la frontière, juste. Mais les actions n'étaient pas encore arrivées avant Boko Haram. Donc il y a d'abord le plus ancien, c'est Boko Haram, qui subit, comme je l'ai dit, les effets collatéraux des exactions de Boko Haram au Nigeria. Et maintenant que les djihadistes étendent non seulement au Cameroun, au Tchad et même de l'autre côté au Nigeria et au Mali. Bon, il y a ensuite le front de l'Est. De l'Est qui lui aussi subit des effets collatéraux de la déstabilisation de la Centrafrique depuis pratiquement la même période, avec des groupes armés, Séléka et tout ce que vous voulez, qui ont vu le jour et qui maintenant, pour se ravitailler, ont commencé à devenir une menace au niveau de la frontière Centrafrique-Cameroun et maintenant sont entrés tout simplement dans la région de la Damawa et de l'Est pour venir commettre des exactions extraordinaires. Et maintenant, le dernier front, c'est celui du Nozo, où on sait que ce sont des Camerounais eux-mêmes qui maintenant, à partir des bases arrières à la frontière nigéro-camerounaise,
qui commettent des méfaits en permanence à l'intérieur du Cameroun. Bon, maintenant, comment sortir le mode de recrutement dans ces 3 cas est assez complexe, ce n'est pas forcément le même. Dans le Nozo, par exemple, on prend des jeunes qu'on endoctrine, qu'on drogue même, et à qui l'on effectivement propose et de l'argent et surtout la liberté, et maintenant de pouvoir se battre pour un pays qui n'arrivent pas même à cerner dans leur propre tête. Nous avons alors à ce moment-là des jeunes et même de jeunes enfants. On a vu par exemple dans les réseaux sociaux un jeune garçon de 12 ans, 13 ans qui tenait une Kalachnikov qui dit que moi avec mon arme je peux tuer qui je veux et tout cela. On endoctrine ces jeunes-là, ils ne savent pas où ils vont. Et là on peut parler effectivement de jeunes à qui on promet non seulement de l'argent, mais surtout la puissance et maintenant les vulnérabilités parce qu'on les soumet même parfois à des rites magiques. Du côté de l'extrême nord, ce sont des gens... C'est pour ça que le journal parle de pratiques mystiques. Les pratiques mystiques, oui. On a même vu dans les réseaux sociaux comment on leur fait, ils sont convaincus qu'ils sont invulnérables, qu'aucune balle ne peut les toucher. Ils portent d'ailleurs, quand on regarde les dépouilles de ces combattants de Nozo qui sont tués, on voit qu'ils ont des amulettes partout, au cou, à l'avant-bras et tout ça. Et surtout, on leur fait croire qu'en disant Wata na Wata, si une balle te touche, ce n'est pas une balle mais c'est de l'eau. Et c'est d'un fanatisme extraordinaire. Alors ceux-là, ils sont convaincus, même à travers certains rites qu'on leur fait, qu'on fait sur leur personne, ils pensent qu'ils sont invulnérables, qu'aucune balle ne peut les toucher. Maintenant, du côté de l'extrême nord, ce sont des gars, comme nous l'avons dit, qui sont beaucoup plus pris dans le cadre, qui sont beaucoup plus enrôlés dans le cadre d'un endoctrinement religieux et un fanatisme complètement aveugle. Bon, maintenant, si on ajoute à cela la constitution de bandes armées qui elles-mêmes sont devenues des bandes armées de bandits. Ce sont des bandits qui opèrent dans cette région, mais tout simplement qui ne sont pas forcément de Boko Haram. Ça aussi, ce sont des jeunes aussi qui ont décidé de se payer sur la bête, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils kidnappent des gens, ils ravagent des villages, ils prennent tout, ils se servent, ils mènent une vie de desperado dans un environnement qui lui-même est devenu complètement tout fait. Enfin, le dernier cas, parce que là, il faut faire vraiment un distinguo, celui de la République centrafricaine, où on voit aussi, non seulement des gars qui viennent de Centrafrique, mais aussi des bandes armées qui sont constituées à la frontière du Cameroun, constituées de Camerounais eux-mêmes, qui recrutent des jeunes, effectivement, selon ce monde-là. Donc, il y a plusieurs modes de recrutement, mais il y a aussi plusieurs fronts. Et moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais il faut tenir compte de la spécificité de chaque front. Très bien. En fait, le messager a fait le point de toute la situation, en parlant notamment de ces différents points chauds par région, et avec les régions citées également, et des méthodes utilisées par ces derniers pour appâter les jeunes. Et donc, c'est un processus qui est en cours. Devrait-on négliger? Le journal fait savoir qu'il y a l'État qui peut également combattre les groupes armés à travers les forces de défense et autres qui sont sur le front de guerre. C'est un magnifique dossier qui est abordé aujourd'hui par nos confrères du Messager. Et je pense que, comme je disais, ces guerres, puisqu'il y a 3 fronts aujourd'hui, ces guerres sont en train de prendre des proportions que nous ne maîtrisons plus. Il y a une sorte de métastase qu'on n'arrive plus à juguler. On parle maintenant des enfants soldats. Ça nous rappelle un peu l'époque très peu glorieuse du Libéria, où il y avait des enfants soldats qui brandissaient des armes et étaient prêts à tuer toute personne qui se présentait devant eux, même des adultes. Et le Cameroun, j'ai très peur que le Cameroun se retrouve également dans la même situation, si ce n'est même déjà le cas avec les débordements que nous observons du côté des régions anglophones. Donc, il appartient, comme je le disais précédemment, au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il appartient également à la communauté internationale, à travers ces organisations internationales de défense de l'enfance, de prendre également leurs responsabilités afin que les enfants ne soient plus utilisés comme une ressource humaine pour faire la guerre, mais également que les parties belligérantes ne portent plus atteinte à l'enfance, parce que bien évidemment, on voit que les écoles sont parfois brûlées, on voit que des hôpitaux sont détruits, et je pense que ce sont des proportions que nous ne devons pas négliger aujourd'hui et qui appellent à des mesures fortes et urgentes. Très bien. Alors, voilà donc le dossier proposé par le quotidien Le Messager parlant des groupes armés, dans les circuits même de l'enrôlement des jeunes. C'est une enquête qui a été menée par le journal, donc de la page 6 à la page 7. Et toujours dans le même numéro, on parle également de Yaoundé dans le noir, la rue Gronde, le gouvernement balbutie, c'est ce que le journal propose, avec la note salée même des délestages en page 5 de ce numéro, tout comme mutation de ce matin, et qui s'intéresse également, parlant bien sûr de cette électricité et eau potable, le service public
Ça, il faut également bien lire pour comprendre aussi. Alors, l'Info Matin cite certains noms, parlant de Yaoundé dans le noir. Fouda, Bémi et Lundu doivent donc démissionner. Le quotidien de message Cameroun Tribune qui parle des mesures d'urgence, parlant de ces perturbations de l'électricité à Yaoundé. Je crois que la coupe est pleine. La coupe est pleine avec tous ces titres péjoratifs contre le gouvernement suite à cette catastrophe, cet incendie qui est arrivé au poste BMG à Yaoundé. Mais je crois que ça dénote quand même de la tension qui règne aujourd'hui, du climat sociopolitique tendu au Cameroun. À Douala, nous avons la pénétrante Est qui continue de faire les choux à la presse et qui continue d'énerver les populations. Et à Yaoundé, cette fois-ci, nous avons ce manque de courant que nous observons dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Mais je crois que la situation est suffisamment préoccupante. Il y a un problème énergétique au Cameroun, c'est vrai. Mais je pense que lorsque j'ai écouté le ministre de l'Eau et de l'Énergie, hier, je crois, après une conférence de presse, lors de cette conférence de presse, il a clairement évoqué que Yaoundé avait besoin de 40 MW d'énergie pour juguler la demande en énergie. Et que la majorité des générateurs aujourd'hui étaient dépassés et qu'ils étaient obsolètes. C'est suffisamment grave. Mais je pense quand même qu'on devait mettre sur pied une politique énergétique planifiée, une politique énergétique prévisionnelle, afin de juguler la demande qui est de plus en plus croissante. Je crois que le Cameroun a ces potentialités-là. Et on ne devrait pas être surpris aujourd'hui qu'on n'arrive pas à absorber la demande qui est forte de jour en jour. On n'arrive pas à créer de nouveaux générateurs depuis des années. Le poste de Yomabang, puisqu'il parlait de cela, je crois qu'il est dépassé depuis des lustres. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on s'étonne qu'il soit dépassé. Je pense quand même qu'il y a d'autres solutions qui pouvaient être prises s'il y avait une bonne planification. Mais il faut également penser à l'énergie alternative. Pourquoi le gouvernement camerounais ne met pas sur pied un vaste plan qui peut parler à l'énergie électrique qui est aujourd'hui insuffisante, qui n'arrive plus à donner tous les résultats escomptés? Il y a des solutions palliatives. Je pense que si on fait une sorte de rassemblement ou alors de conjonction de tous ces moyens, les grandes villes camerounaises, puisque aujourd'hui ce sont les grandes villes camerounaises qui sont impactées par ce phénomène, les grandes villes camerounaises auront plus d'énergie à offrir que la demande qui est aujourd'hui de plus en plus croissante. Donc le gouvernement aujourd'hui, s'il est assailli dans la presse avec des titres péjoratifs, je crois qu'il le mérite bien parce qu'il n'y a pas une politique prévisionnelle, il n'y a pas une planification juste de la fourniture en énergie dans notre pays. Alors, j'ai lu une publication d'un expert des questions économiques électriques qui fait savoir que le Cameroun paie quand même 30% de son énergie chaque année, alors on pourrait bien utiliser ces énergies parce qu'il faut, à cause des mauvais branchements, à cause des mauvaises installations et autres, le trucage d'énergie électrique dans les quartiers, alors qu'il y a des possibilités pour pouvoir contrôler cela, ça pourrait permettre à ce qu'on ne connaisse plus ce qu'on a aujourd'hui. Même si le ministre est arrivé à ce phénomène de délestage, ce mot qui a fait les choux de la presse il y a quelques temps, mais qui revient aujourd'hui. Donc c'est le système qui est maintenant en place à Yaoundé pour pouvoir servir. Non, l'analyse dont vous parlez, c'est une analyse, ce n'est qu'un petit saupoudrage qui ne dit rien du tout. Les petites fraudes dans le quartier, tout ça ne représente rien du tout dans la consommation électrique d'un pays. Et plus que cela, il faut commencer par dire que le Cameroun lui-même ne produit pas suffisamment d'énergie pour sa propre consommation. Il faut le reconnaître. Et quand on se retrouve donc face à une situation comme celle-là, on voit aujourd'hui Yaoundé dans le noir depuis 2 semaines, mais pas loin d'ici à Bounindalé, il y a des moments où, pendant toute une semaine, il n'y a pas d'énergie électrique. À Bounindalé, à un pas de plus de la ville de Douala. Mais personne ne s'en émeut. Et dès que des poteaux en bois, toujours ces femmes s'embêtent, problème des poteaux de bois, dès qu'un poteau en bois tombe, c'est tout un quartier qui est privé d'énergie pendant 1 semaine, 2 semaines, et personne ne s'en émeut. En réalité, quand on regarde tout cet amoncellement de crises qui explose un peu partout, en même temps au Cameroun, vraiment, les choses ne sont pas agréables à voir. Et je n'aimerais vraiment pas être à la place de Paul Biya qui regarde comment chaque fois on est là-bas, c'est son terrain le terrain de football qui va porter son nom, dont les travaux sont arrêtés, les ouvriers demandent à être payés. De l'autre côté, c'est du côté de Garoua.
les concernés de la crise des ECA, des drames des ECA qui ne sont pas bien payés. Qui ne sont pas payés, il a donné 1 milliard, mais le 1 milliard, on se retrouve avec certaines personnes avec 1 million de francs et d'autres avec 40 000 francs. Et de l'autre côté, il y a la crise du Nozo, où on demande le dialogue national, ce dialogue qui n'avance pas. Il n'y a que des problèmes et qui surviennent de tous les côtés au Cameroun. Alors maintenant, quand on vient ajouter cela, les problèmes énergétiques qui ont déjà envoyé même tout un ministre entier en prison, et que l'autre, le successeur lui-même, n'arrive pas à tenir tout cela, on se demande bien, on se dit que ça ne va vraiment pas au Cameroun. Bon, maintenant, la faute à qui? La faute à Paul Biya ou la faute aux hommes qui nomment? La faute aux responsables qui sont chargés de gérer un certain nombre, d'implémenter. Alors, ces hommes-là, font-ils affaire ou bien ne viennent-ils que pour leurs propres affaires? C'est pour cela qu'on se dit que c'est vraiment difficile d'évaluer tout cela. Et on se dit que le Cameroun est dans une situation où le Cameroun lui-même attrape le tournis. Alors, le titre de Le Messager ce matin parle de Yaoundé dans le noir, la rue gronde, le gouvernement balbutie. Le gouvernement balbutie parce que le gouvernement est obligé toujours de recourir à des solutions d'urgence. On parle toujours plan d'urgence, état d'urgence, situation d'urgence. Mais attendez, quelqu'un avait dit que les urgences c'est à l'hôpital, c'est pas dans les entreprises. Mais il est curieux que ce ne soit que toujours des solutions d'urgence que l'on trouve. Alors que cela veut tout simplement dire que rien n'est planifié par les responsables, rien n'est prévu. On ne fait pas d'analyse, de planification. Quand une petite catastrophe tombe, on est dépassé et on commence à recourir à des situations d'urgence. Et c'est vraiment malheureux pour un pays qui n'avait jamais connu de telles secousses multiples en même temps. Vous parlez de solutions d'urgence et ces solutions d'urgence sont engagées lorsque c'est le président de la République qui donne les instructions. Voilà. Je crois que quand on est quand même un responsable du gouvernement qui est doté d'un portefeuille, il faut remplir ses missions. Il ne faut pas toujours attendre que lorsqu'il faut aller acheter du pain, ça revienne de la présidence. Lorsqu'il faut aller remplir le panier de la ménagère, que ce soit le président de la République qui donne une instruction. Non, il y a un ministre de l'eau et de l'énergie qui est doté d'une feuille de route et qui a des missions à remplir. Et il ne faut pas qu'il attende que le président de la République donne des instructions pour engager une action qui met même en jeu son propre poste. Donc, je pense qu'il faut revenir, vous poser la question de savoir qui est le responsable. Non, c'est le président de la République qui est le responsable puisque c'est lui que le peuple camerounais a nommé, c'est lui qui nomme les membres du gouvernement, c'est lui qui les démissionne également lorsqu'il le peut. Mais il y a un coupable, c'est celui qui est en charge de mener à bien ce dossier dans le cadre de l'eau et de l'énergie. Et la personne est aujourd'hui toute désignée, même si vous avez fait allusion à quelqu'un, à son prédécesseur qui est aujourd'hui en prison, mais actuellement, il y a un ministre de l'eau et de l'énergie qui porte l'entière culpabilité de ce qui arrive aujourd'hui. D'accord. De toutes les manières, vous savez, on se retrouve toujours dans la même situation du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le président de la République nomme quelqu'un qui est incapable de faire, conséquence, il est obligé de faire lui-même. On se retrouve donc avec un président de la République qui est tout le temps amené à prendre des situations de gens, à donner des ordres et des instructions, même à sortir son propre argent pour régler les problèmes, alors que ce n'est pas son rôle. Donc moi, c'est ça qui navre un peu dans la gouvernance camerounaise. Un autre élément, il y a un problème. Le poste qui a pris feu, on a oublié l'aspect sécurité incendie, puisque c'est le départ d'un incendie qui met out ce poste. Est-ce que nos infrastructures, qu'il s'agisse des générateurs ou alors des postes BMG, comme on les appelle, est-ce qu'ils sont dotés d'un dispositif d'alerte incendie et de sécurité incendie. Et de sécurité incendie, ça, je crois que c'est une autre paire de manches. Au vu de ce qui s'est passé l'autre jour, je crois que nous serons confortés de ce que ces postes et ces générateurs ne sont pas dotés d'un système d'alerte incendie. Alors, Cameroun Tribune parle des perturbations de l'énergie, de l'électricité à Yaoundé, les mesures d'urgence, c'est la une, et Info Matin parle de Yaoundé dans le noir. Fouda, Mbemi et Lundu doivent donc démissionner à la suite de tout ça également. Et aussi dans notre journal, on parle de mutation qui parle d'électricité et eau potable. Le service public, c'est le grand titre de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Et là également, dans le journal Le Messager, on parle de Yaoundé dans le noir, la rue gronde, le gouvernement balbutie, c'est un titre. Alors, avec vous aussi, on parle de la catastrophe des écarts également, dans la nouvelle expression, le réveil des vieux démons, c'est le titre, notre titre proposé par le journal, la nouvelle expression. Oui, le réveil des vieux démons qui consiste justement à se partager le gâteau chaque fois qu'il y a quelque chose. Vous imaginez bien que le président de la République a donné 1 milliard de francs. 1 milliard de francs, c'est-à-dire que comme consolation personnelle à tous les accidentés. Et ceux qui ont pris la calculette se disent que comme il y a
eu 744 victimes désignées, on peut d'abord commencer par diviser ça par 740. En divisant, ça veut dire que chaque victime aurait dû avoir 10 millions de francs. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certains qui ont eu 34 000 francs et d'autres qui ont 1 million de francs, ce qui fait que c'est ça qui amène justement le messager à parler de ces vieux démons où dès qu'une cagnotte tombe, on enlève d'abord sa propre part, maintenant on commence à envoyer, à distribuer au lance-pierre. Or, il faudra s'attendre à ce que le président de la République réagisse et se dise que cet argent que j'ai donné, comment est-ce que vous l'avez partagé et sur la base de quoi? La question reste toujours la même. La question de même, on a vu le ministre Atangandi venir remettre une aide chinoise de 1 milliard, 1 milliard 600 millions. 1 milliard 600 millions pour les sinistrés. Comment est-ce qu'on va les évaluer? Comment est-ce qu'on va les... C'est la Chine qui aide le Cameroun sur ce plan. Voilà. Maintenant, le problème qui va se poser, la Chine a déjà apporté, le Cameroun a reçu. Le problème qui va se poser, c'est au niveau maintenant de la redistribution et de la redistribution de cette manne venue du ciel. Comment va-t-elle se faire? Et voilà encore un vieux démon, voilà encore notre problème qui va se retrouver, parce qu'il y a des gens qui vont dire que moi je n'ai eu que 15 000 francs alors que ma maison a été brûlée. Donc on se retrouve avec cette histoire-là qui met de nouveau en doute la moralité des responsables camerounais quant à la gestion même des sommes qui sont destinées uniquement pour des raisons humanitaires. Oui, en tout cas, pour cette question au MINAT, il est dit que tout est planifié désormais, puisque l'information avait été connue à l'avance sur le nombre de véhicules, le nombre de tout ce qui avait été envoyé par la Chine. Et là, tout est prévu pour que les éclats de voix ne soient pas, en tout cas, entendus. Avec vous, la catastrophe des écarts. La catastrophe des écarts, vous voyez bien que c'est lors de la répartition, il y a toujours cette principale question qui revient. Comment, sur quelle base la répartition a été faite en fait? Bien sûr, nos confrères de la nouvelle expression ont bien fait de mettre le doigt sur ce phénomène, le réveil des vieux démons. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des précédents où on a observé des éclats de voix lorsqu'il fallait repartir, quelle que soit la nature de l'engagement financier du président, lorsqu'il faut repartir la cagnotte, il y a toujours des grincements dedans. Et avec le fait des écarts, c'est rebelote. Vous posez une question fondamentale. Sur quels critères sont attribuées les répartitions? Quel est le mode de calcul? Et je crois que c'est tellement discrétionnaire que même ici sur le plateau, nous pouvons apporter une réponse. C'est entaché, c'est une sorte de nébuleuse dans la méthode de calcul. Sur les critères également, on n'arrive pas toujours à maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve à des dotations qui sont tirées par les cheveux. Certains reçoivent 1 million, d'autres 2 millions, d'autres peut-être de 2000 francs CFA. Et on l'a vu même lorsqu'il faut indemniser des personnes dans les grands chantiers, en ce qui concerne les grands chantiers, lorsqu'on vous casse, j'ai assisté à une opération d'indemnisation où un monsieur a vu sa maison cassée et il a reçu une enveloppe de 6 000 francs CFA. J'ai compté personnellement les billets de banque et c'était assez scandaleux. On s'interroge donc sur la méthode de calcul et sur les critères d'attribution de cette dotation. Et là, il y a eu des précédents, comme je disais. Aujourd'hui, c'est Ezeka qui frise les cheveux de tous ceux qui malheureusement ont subi des dommages dans le cadre de cet accident. Ok, c'est le journal La Nouvelle Expression qui revient sur le sujet ce matin, en page 4, parlant de cette catastrophe des écarts, le réveil des vieux démons, c'est à lire dans le journal. On va dire un mot sur les obsèques de Jean-Baptiste Sipa qui entame son dernier voyage, c'était depuis hier déjà. C'est l'une des plumes de la presse camerounaise qui s'en va. L'une des plus vieilles. Il ne reste plus, je pense, que Jean-Baptiste Sipa et Abodel Karimou. Jean-Baptiste Sipa et Abodel Karimou qui avait écrit la Gazette en 1974, parce que beaucoup de gens ont oublié que Jean-Baptiste Sipa, après l'essor des jeunes, a été le directeur adjoint de la Gazette pendant quelques années. Et c'est là que moi je l'ai connu, il y a 41 ans. Jeune journaliste, j'entre à la Gazette, je l'ai connu. Et bien évidemment, hier, lors de ces obsèques, on a vu du beau monde et du grand monde, toute la presse, les représentants de la société civile. Et moi, je n'ai pas pu être là parce que j'étais coincé hors de Douala, mais dans l'esprit, j'ai accompagné un peu tous ceux qui sont allés retirer son corps de la morgue de la garnison. Mais je pense que, et je sais qu'il y a un Camerounais au moins qui a énormément souffert aussi de son absence à ses obsèques, c'est M. Albert Zongan, dont il a été le conseiller pendant très très longtemps, le très fidèle ami et le conseiller politique, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Albert Zongan, aussi bien dans le parti La Dynamique que dans ses premiers pas dans
la création du NRC, Albert Zongang, qui est aujourd'hui, pour qui j'ai une pensée émue, mais qui est aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé aujourd'hui, on a noté son absence et lui-même doit ressentir cette tragédie avec beaucoup de douleur. Georges Semé, c'est pour sortir de l'émission. Oui, je crois que la sphère des pionniers de notre presse est en train de se vider, ceux qui portaient le message de notre métier. Et je pense que Jean-Baptiste Sipa a roulé sa bosse, il a rendu ce qu'il pouvait, mais malheureusement la maladie a eu raison de lui. Nous avons encore le doyen qui pourra certainement nous accompagner et il sera enterré, je crois, demain du côté de Bayangam. Nous serons avec lui en esprit, et nous espérons tout simplement que la terre de nos ancêtres lui sera légère. D'accord, je vous souhaite de passer à vous deux un très bon week-end. Surtout à nos chers téléspectateurs également qui continuent de regarder ce programme. Ils sont davantage nombreux. C'était donc la dernière édition de la revue de Grande Une de la semaine. Lundi, ce sera un autre jour et vous aurez l'occasion d'être au parfum de l'actualité à travers ce programme, la revue de Grande Une. Bon week-end à tous.